Bonne année à tous, meilleurs vœux, la santé, tout ça, mais surtout les voitures. Qui dit nouvelle année, dit mois de janvier, dit Rallye Dakar, la première grande course de la saison et pas des moindres. C'est un véritable mythe. 2 semaines d'une course d'orientation et d'endurance en plein milieu du désert où la vitesse est loin, mais alors très loin de suffire. Le Dakar est l'une de mes courses préférées de la saison et c'est pourquoi je voulais aujourd'hui vous donner l'ensemble des clés de compréhension de cette course exceptionnelle. Bon alors commençons par une rapide remise en contexte, même si on en a déjà parlé l'année dernière, le Dakar est le plus mythique des rallye raids, il a été créé en 1978 et s'appelait originellement le Paris-Dakar. C'est une course d'orientation dans le désert, disputée cette année exclusivement en Arabie Saoudite, où les pilotes et copilotes s'affrontent sur des secteurs chronométrés, appelés spéciales, sachant qu'il y a après ce qu'on appelle la liaison pour rejoindre le bivouac où les voitures passent la nuit. Le classement est établi sur l'ensemble des secteurs chronométrés qui durent chacun plusieurs centaines de kilomètres et le lendemain on repart selon l'ordre de la veille. C'est-à-dire que j'ai beau être 26e du général, si j'ai remporté la spéciale hier, je vais devoir partir premier et donc ouvrir la route. Bon mais à l'exception de certaines étapes spécifiques dont on va parler juste après, on n'est plus vraiment à l'époque des tentes et des lampes torches. Aujourd'hui, les meilleurs pilotes ont une équipe qui les accompagne et un lit douillet pour dormir bien au chaud la nuit. Pour autant, chaque journée est extrêmement éprouvante et sur les spéciales, les pilotes et copilotes sont cette fois livrés à eux-mêmes, il n'y a pas de mécanicien pendant le secteur chronométré, et donc par conséquent, si on a une crevaison, il faut changer la roue nous-mêmes, sachant que l'on n'a que 2 roues de secours embarquées, ce qui peut donner des situations où les pilotes s'agacent. Elle est où la fêteuse? Mais je l'ai jetée, j'en ai marre. Allez, hop, monte dans la pièce, on se casse. Le Dakar ne se gagne pas en une journée, mais il peut se perdre en quelques heures. C'est à celui qui évitera au maximum les problèmes, qu'ils soient mécaniques ou d'orientation, tout en maintenant un rythme très élevé. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais les pilotes et copilotes ne connaissent pas le tracé à l'avance, un roadbook leur est fourni seulement quelques minutes avant le départ, et ils doivent l'interpréter parfaitement pour valider chacun des waypoints placés sur la spéciale. On ne doit pas juste aller d'un endroit à un autre, on doit valider certains points de passage. Le Dakar est donc une course d'endurance, la plus extrême en sport automobile, qui sacre l'équipage le plus complet. Il y a de très nombreuses catégories allant des motos aux camions, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la course des autos. Pour sa 6e édition en Arabie Saoudite, le Dakar propose, comme chaque année, le parcours le plus exigeant. 8000 km à couvrir, dont 5000 en spécial, répartis sur 12 étapes, plus un prologue qui a lieu dès demain, vendredi 3 janvier. On aura 29 km de spécial lors d'une boucle autour de Bicha, qui ne devrait pas créer de gros écarts, mais déjà permettre aux favoris de se placer. Dès le lendemain, on rentrera dans du très sérieux avec une nouvelle boucle partant et arrivant à Bicha, mais avec cette fois 412 km de spécial. Il faudra donc arriver en forme et très à l'aise avec sa machine, sous peine de perdre de précieuses minutes. Le début de l'épreuve sera extrêmement exigeant et déjà déterminant puisque le format 48 heures chrono a été reconduit dès la 2e étape. Alors ce format, c'est vraiment la version la plus pure du rallye raid, personnellement j'adore. Le matin, tout le monde part comme le veut la règle selon l'ordre de la veille, sur une spéciale de 965 km où ont été placées 6 zones de repos. Et puis à 17 h, il y a un coup de gong qui retentit et les pilotes doivent s'arrêter dans la prochaine aire de repos pour y passer la nuit. Sachant que cette fois, on parle pas d'un bivouac avec des lits ou tout ça. Là, il va falloir sortir la tente. Alors vous vous en doutez bien, dès qu'une voiture s'arrête, le chrono s'arrête également, mais comme tout le monde dormira à des endroits différents, il sera assez difficile d'avoir une vision globale des écarts le premier soir. Il faudra donc vraiment attendre la fin de cette spéciale 48 heures chrono pour y voir un peu plus clair. Et ça risque de faire des dégâts. En revanche, il y aura un peu moins de dunes que l'année dernière, seulement une centaine de kilomètres, et pas de passage dans l'empty quarter à ce moment-là, histoire de ne pas perdre tout le monde dès le 3e jour. La 3e étape sera plus tranquille, même s'il faudra toujours se méfier de la navigation, et puis bam, dès la 4e étape, étape marathon, ce qui veut dire que le soir même, il n'y a pas d'assistance, on va enchaîner 2 fois 400 km de spécial en réparant avec nos petites mains, enfin je dis nos comme si j'allais participer. J'aimerais bien, mais bon courage à vous, messieurs, dames. C'est vraiment pas le moment de casser quelque chose. Ceux qui seront parvenus au bout de l'étape 5 jeudi prochain pourront bénéficier d'une journée de repos avant de repartir à la guerre. Mais vous le comprenez bien, cette première semaine risque d'être
terrible et on pourrait déjà perdre une bonne partie des favoris. Rassurez-vous, les concurrents ne seront pas en reste sur la deuxième semaine puisqu'ils retrouveront les dunes du célèbre Empty Quarter qui est devenu un petit peu l'un des juges de paix du Dakar depuis 2019. Mais avant cela, il y aura plusieurs étapes nerveuses à se coltiner. La 6e en premier lieu, longue de 606 km et qui proposera une séquence de cailloux en début de spécial, donc attention aux crevaisons, avant un transfert vers une zone propice au tankage, qui est le fait de s'enliser. Le lendemain, les autos ne bénéficieront pas des traces des motos pour les aider. Alors, il faut comprendre que tous les matins, les motos partent avant les autos, donc normalement, on peut s'aider un petit peu de leurs traces pour voir qui est parti dans le bon, qui est parti dans le mauvais sens. Là, sur l'étape 7, ce ne sera pas le cas. Ça va arriver à plusieurs reprises cette année qu'il y ait des parcours différents, mais ce jour-là, l'ensemble du tracé diffère. Les étapes 8 et 9 seront plus rapides, mais on jouera ici sur la fatigue, à la fois la fatigue mécanique, mais aussi physique, et puis la nécessité, pour ceux qui ont perdu du temps sur le leader, d'essayer d'en rattraper un maximum. Enfin, les étapes 10 et 11 ne dureront que 119 et 280 km, mais nous serons cette fois enfin au cœur des dunes de l'Empty Quarter, qui est le moment où l'on pourrait tout perdre, même après avoir parfaitement négocié 2 semaines de Dakar. Enfin, par tradition, la dernière étape ne comportera pas de difficultés particulières, mais attention tout de même si les écarts sont resserrés. Vous l'avez donc compris, le parcours de ce Dakar 2025 est extrêmement exigeant. Reste maintenant à savoir qui tirera son épingle du jeu. Avec les retraits d'Audi et de ProDrive, les cartes sont largement rebattues pour 2025, qui sera également le premier Dakar sans Stéphane Peterhansel en auto depuis 1998. L'absence de l'octuple vainqueur en auto avec 14 victoires au total va forcément ouvrir des portes. Cette année, 3 constructeurs seront représentés officiellement. Toyota, qui est solidement implanté dans la discipline depuis de nombreuses années, Ford qui a débarqué il y a un petit peu plus d'1 an, et puis Dacia qui va disputer son premier Dakar. Commençons par les tenants du titre, Carlos Sainz et Luca Cruz, qui ont été contraints de quitter Audi et qui ont trouvé refuge chez Ford, où ils retrouvent un second duo de vétérans espagnols, Nani Roma et Alex Haro, ainsi que Matthias Ekström et Emil Bergqvist, qui ont eux aussi dû quitter Audi. Le 4x4 de Ford va vite, mais il semble manquer encore un petit peu de fiabilité. Difficile de savoir pour le moment s'ils seront vraiment dans le coup, mais une chose est sûre, il faudra toujours se méfier de Carlos Sainz, quadruple vainqueur de l'épreuve. Mais l'homme le plus titré au départ du Dakar cette année est le Qatari Nasser Al-Attiyah avec 5 victoires, en l'absence forcément donc de Stéphane Peterhansel, dont il a récupéré le copilote Édouard Boulanger, et pour leur première saison ensemble, le duo a remporté le championnat du monde de Rallye Raid. Alors il faut quand même préciser que ce championnat n'existe que depuis 3 ans, et qu'il a toujours été remporté par Al-Attiyah. La difficulté cette année pour le Qatari, c'est qu'il sera au volant du Dacia Sandrider, à peine sorti d'usine. Souvenez-vous, on l'avait découvert au Salon de l'Auto, alors qu'il venait de disputer le Rallye du Maroc, qui était sa première course officielle. Alors le Rallye du Maroc, c'est un petit peu la répétition générale du Dakar, et ça s'est très bien passé pour Dacia, puisqu'ils ont signé un doublé. Maintenant, la voiture n'a jamais été testée encore dans des conditions extrêmes sur plus de 2 semaines de compétition. La fiabilité du Sandrider est donc la principale interrogation chez Dacia, maintenant que l'on sait qu'il va vite, car côté pilote, il n'y a franchement pas à s'inquiéter. En plus de Nasser Al-Attiyah, ils ont 2 autres voitures engagées, une pour Cristina Gutiérrez avec Pablo Moreno, et la 3e pour Sébastien Loeb avec Fabien Lurquin. C'est la grande question de ce Dakar 2025, en toute objectivité bien évidemment, mais Sébastien Loeb parviendra-t-il enfin à accrocher cette course qui manque à son palmarès? Il en est maintenant à 7 podiums, plus personne n'a de doute sur son rythme, c'est sûrement le pilote le plus rapide du plateau. En termes d'orientation, ils ont largement progressé. Maintenant, trop souvent dans ses aventures au Dakar, Loeb a perdu du temps en première semaine avant de cravacher pendant la seconde. Donc on va se dire que s'il est encore dans le coup à la journée de repos, ce sera une très bonne chose et ses adversaires devront vraiment se méfier. Bon, et puisque l'on parle de fiabilité, c'est la grande qualité du Toyota Hilux, à l'inverse de ses pilotes, puisque sur l'équipe officielle, on va cette année faire confiance à des jeunes avec Lucas Moraes et Seth Quintero, qui sont très rapides, il n'y a pas de doute là-dessus, mais dont la constance reste encore à démontrer. Bon, après, on aura toujours le local de l'étape, Yazid Al-Raji, et de l'expérience avec Giniel Devilliers. Attraction sur un autre privé chez Toyota, les multiples vainqueurs à moto Toby Price et Sam Sunderland seront cette année associés au volant d'un Hilux.
Mais si Toyota est appauvri, c'est aussi que Guillaume de Mévius a quitté l'écurie à la surprise générale après sa deuxième place l'an passé pour rejoindre Mini. Difficile donc de croire qu'il aura les armes pour se battre pour la victoire cette année, même s'il en aura quand même une sur le siège passager, puisqu'il est désormais accompagné de Mathieu Baumel, l'ancien copilote de Nasser Al-Attiyah. Enfin, côté français, on surveillera toujours Guerlain Chichery, qui est désormais chez Mini, et puis Mathieu Serradori, toujours au volant de son buggy privé Century. Ce qui est vraiment génial sur cette édition, c'est qu'on a l'impression que personne n'a toutes les cartes en main pour s'imposer cette année. Il y a soit des doutes sur la voiture, soit sur les pilotes. Et c'est aussi ce qui fait l'ADN du Dakar. Celui qui va gagner, c'est pas le meilleur intrinsèquement, c'est celui qui va s'accommoder au mieux de tous les problèmes qu'il va rencontrer. « 2025 marquera la dernière année de la couverture historique du Dakar par France Télévisions et elle est largement appauvrie. Alors à l'heure où je tourne, on n'a pas encore tous les détails, mais a priori ce sera à base d'un résumé sur les plateformes digitales et d'un court débrief pendant tout le sport et Stade 2. Bon, ça reste suffisant pour avoir l'essentiel, mais c'est plus l'époque de Gérard Rolls, quoi. Pour approfondir le suivi, ça se passe désormais sur la chaîne L'Équipe, le diffuseur officiel qui proposait l'année dernière plusieurs grands rendez-vous. Je vous les donne en imaginant que ce sera à peu près la même chose cette année. On avait l'arrivée des étapes en direct en fin de matinée, le journal du Dakar vers 18 h et un grand résumé entre 20 h et 21 h. Enfin, si vous voulez vraiment vivre à fond cette aventure, le vrai plaisir, c'est de suivre les écarts en direct sur le site du Dakar. En fait, à chaque fois qu'une voiture passe un waypoint, elle est répertoriée, ce qui permet de voir le classement évoluer en temps réel. Personnellement, c'est vraiment ce que j'adore, c'est l'ADN du Dakar, pas d'images, très peu d'informations, des temps, quelques brèves, et finalement une situation qui s'éclaircit au fil de la journée. Le Dakar, c'est 2 semaines hyper intenses de compétition qui viennent rythmer un mois de janvier qui manque largement de sport automobile, mais finalement c'est très bien comme ça nous permet de redécouvrir cette discipline, ces pilotes et finalement cette course exceptionnelle qui est parmi les plus mythiques au calendrier de la saison. En espérant, très objectivement, que cette année Sébastien Loeb soit enfin le grand gagnant.